à toutes. Merci d'être venus jusque-là ce soir pour ce moment de rencontre. Je voudrais remercier Fredo, notamment, qui a eu l'idée justement de cette rencontre autour, entre autres, bien sûr, de l'œuvre de Kofi Kwaoulé, qui est ici présent. Et donc l'idée, c'était de faire entendre des textes, des extraits de son œuvre, car il y a eu effectivement donc un petit événement du côté de la littérature, enfin pour nous, donc il s'agit des éditions Classiques Garnier, où un ouvrage donc, que je vous ai mis là est sorti sur l'œuvre de Kofi Kwaoulé comme donc, écrivain francophone d'aujourd'hui, avec un ensemble de contributions particulièrement intéressantes sur différents aspects de son œuvre. Donc c'est un peu en rebondissant par rapport à cet ouvrage que nous allons aujourd'hui échanger avec Kofi. Alors peut-être que vous connaissez déjà un peu l'œuvre de Kofi Kwaoulé parce que effectivement il a eu la chance d'être monté plusieurs fois par des metteurs en scène belges, des metteurs en scène qui ont présenté des textes de Kofi ici, donc à Bruxelles, notamment au Théâtre Varia, au Théâtre Océan Nord également. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir Bintou il y a quelques années avec une mise en scène de Rosa Gasquet et plus récemment L'odeur des arbres, par exemple, donc, qui a été présenté aussi à l'Océan Nord. Jazz, donc L'odeur des arbres, c'est une mise en scène d'Isabelle Pousseur. En ce qui concerne le spectacle qui avait été présenté aussi, Les Recluses et Jazz, là au Théâtre Varia, c'est Denis Punga qui avait fait la mise en scène. Alors, Kofi Kwaoulé, il est né en Côte d'Ivoire il y a donc, quelques années maintenant et il arrive en France. Hein. Il arrive en France, en fait, il a 23 ans quand il arrive en France pour être finalement comédien, puisqu'il s'agit d'une école qui l'accueille. Il réussit le concours de l'ENSAT, il a une formation à l'INA, l'école qui est un institut national des arts en Côte d'Ivoire. Et quand il arrive en fait à Paris, c'est parce qu'il a réussi le concours de l'école qu'on appelle l'ENSAT, l'école de la rue Blanche, qui est aujourd'hui à Lyon, qui est une école comme le conservatoire en fait, et donc il va faire cette formation de comédien. Et finalement, donc il fera également des études à l'université parce que lui-même dit justement que ça occupe pas tout le temps le fait d'être comédien, et donc il y a ses études à l'université. Puis très vite, il y a aussi ce désir d'écrire qui va l'amener donc à écrire une première pièce. En tout cas, une pièce qui va être reconnue par un concours qui avait une existence importante à l'époque. C'est le concours de Radio France Internationale, le concours de Chikaya Utamsi. Cette pièce, il nous faut... pardon, pas il nous faut l'Amérique, c'est au contraire, cette vieille magie noire va être en fait primée. Et cette pièce, elle va être montée aux États-Unis, en tout cas mise en lecture, puis éditée en France. Et c'est donc une des... Enfin, c'est vraiment, je dirais, ce qui inscrit Kofi dans une dynamique de désir aussi d'écriture. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un échange avec Kofi, peut-être, et puis surtout d'entendre des textes et d'échanger sur les textes, sur les œuvres. Peut-être juste un petit mot avant qu'on entende des textes. C'est vrai que donc il y a un ensemble de pièces, un ensemble d'œuvres qui sont donc importantes aujourd'hui, mais peut-être que tu peux nous dire en fait parmi donc le parcours, enfin l'arc qui se dresse entre les premières pièces, donc cette vieille magie noire, et puis Les Africains, qui est donc la dernière pièce publiée en 2019. Donc c'était en 92, hein, l'édition, je crois, n'est-ce pas, de ces vieilles magies noires. C'est l'édition en 92. Et jusqu'à aujourd'hui, Les Africains. Il y a aussi des romans, hein, bien sûr, qui ont été publiés chez Gallimard et chez d'autres éditeurs également. Mais est-ce qu'il y a une œuvre, peut-être, qui pour toi est plus emblématique que les autres, a plus de... Enfin, quel serait ton enfant chéri dans tout cet ensemble d'œuvres? En tout cas, déjà, merci d'être venu.
Et puis, merci au festival, à Afropéan, à l'Alliance française qui a permis que je sois là, et sans doute à d'autres partenaires que j'oublie, mais c'est parce que je ne connais pas tout le monde, mais j'aimerais remercier tous ceux qui ont permis à ce festival d'être sur pied, et puis moi d'être là, d'avoir l'opportunité d'être devant vous aujourd'hui pour partager ce moment. Ben, je ne peux pas dire qu'il y a une pièce comme ça qui soit, comme on dit, mon enfant chéri, parce que ce que j'écris, c'est un processus. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 2005, je voulais arrêter d'écrire du théâtre parce que j'étais arrivé, pour moi-même, après une pièce comme Mysterioso 119, j'étais arrivé au bout du processus. Pour moi, on ne peut pas séparer une pièce des autres. La dernière pièce, comme les Africains, existe parce que j'ai écrit les autres. Et d'une certaine manière, c'est un aboutissement. Et chaque pièce est toujours un aboutissement de tout un long processus. Voilà pourquoi il m'est difficile de retirer une pièce parmi les autres. Mais s'il y a une pièce où j'ai l'impression que je suis arrivé au bout du processus, puisque je le disais, c'était Mystérieux 119, où je voulais arrêter d'écrire, c'est parce que la pièce est un peu la quintessence de ce que je voulais exprimer au théâtre. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais encore des choses à dire, puisque depuis Mystérieux 119, j'ai écrit autant de pièces qu'avant. Mais si on devait si on devait dégager une pièce, je dégagerais plutôt Mystérieux 119. Parce que c'est un peu comme avant et après Jésus-Christ, si je m'exprime comme ça. Voilà. Oui, alors c'est intéressant justement que ça soit Mysterioso, que tu mettes au creux de l'œuvre en quelque sorte, avec un clivage, une charnière, enfin quelque chose de cet ordre. D'abord parce qu'il s'agit effectivement d'un mystère, enfin le mot mystère est bien au creux de l'œuvre, et puis il s'agit aussi de l'articulation avec la musique, le jazz, et ce qui a à voir avec donc le rapport finalement au personnage, à la construction aussi des personnages, puisque dans Mysterioso, il y a c'est ce moment où tu décides de ne plus mettre véritablement de didascalie, de ne plus non plus finalement donner des noms de personnages. Et c'est vrai que donc l'odeur des arbres qui s'écrit, pourtant donc c'est le premier extrait hein, qu'on va entendre. L'odeur des arbres, c'est une pièce donc récente. Tu as écrit pour des comédiens, tu as écrit pour des acteurs. Oui, c'est une pièce que j'ai écrite au Burkina Faso. C'est Isabelle Pousseur et les Récréatrales qui m'ont donné cette opportunité parce que depuis longtemps, je voulais écrire une pièce en Afrique. Parce que toutes les pièces que j'ai écrites, je les ai écrites en France, essentiellement à Paris, ou une pièce à New York. Donc, les corps auxquels j'ai toujours été confronté sont des corps, comment dire ça, ce ne sont pas des corps africains qui vivent en Afrique. Moi, par exemple, je suis africain, mais je suis conscient que mon corps n'est plus un corps africain au sens premier du terme. J'avais fait cette expérience en Côte d'Ivoire et je n'étais pas retourné depuis 17 ans et j'étais allé pour monter une de mes pièces. Et pour les costumes, je suis allé au marché pour acheter des costumes. J'ai trouvé deux marchands à qui j'ai demandé le prix du costume que je voulais acheter. Et là, ils ont commencé à discuter entre eux en disant oui, bon, on lui fait ça 150, l'autre dit non, on va faire 200. En fait, ce n'était pas le prix, c'était beaucoup plus que ça, ça devait coûter 50 francs, disons. Mais l'autre dit 150, l'autre dit non, 200. Donc, elle cherchait à quel niveau m'arnaquer, en fait. Et puis, au moment, je leur ai demandé pourquoi vous cherchez à m'arnaquer. Et c'est là qu'elles ont éclaté de rire, parce qu'elles ne s'attendaient pas à ce que je parle baoulé, puisque ce sont des femmes baoulées qui sont de la même ethnie que moi. Et elles me disent, mais tu es bien d'ici, toi? J'ai dit, oui, je suis d'ici, je suis habillé comme les autres, il n'y a pas de différence. Et ce sont elles qui m'ont dit, qui m'ont fait prendre conscience de ce que c'est qu'un corps, en fait. Et elles m'ont dit, non, on pensait que tu n'étais pas d'ici à cause de la façon de poser ton corps dans l'espace. On le voit que ce n'est pas un corps d'ici, mais moi, je ne me rendais pas compte.
Et d'une certaine manière, les pièces que j'ai écrites, parce que quand je prends le métro, je suis confronté à des Blancs, des Chinois, des Arabes, à d'autres Noirs. Ce sont des corps, quelque part, en guillemets, occidentalisés. Même si les Africains qui vivent en Afrique aujourd'hui sont aussi occidentalisés, mais j'emploie le mot occidentalisé pour aller vite. Et l'opportunité que m'offrait Isabelle Pousseur, les Récréatrales, voilà, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je pouvais écrire la pièce en France, mais j'ai tenu à finir la pièce au Burkina, puisque j'avais 1 mois de résidence, pour écrire parmi ces corps-là. Et l'odeur des arbres, c'est cette expérience d'un corps qui est le mien, maintenant je faisais une expérience comme si c'était quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'était aussi ma façon de me réapproprier un corps qui est en moi, mais qui, quelque part, s'est déplacé. Heureusement, s'est déplacé parce que nous sommes toujours du devenir, on devient. Donc, je ne cherchais pas à redevenir à ce corps-là. Je suis ce que je suis, j'en suis très content. Mais je voulais confronter mon écriture à ces corps-là, d'autant plus que les comédiens pour lesquels j'écrivais, je les côtoyais, je les voyais. Mais cela ne veut pas dire que la pièce a été écrite pour des comédiens noirs. Évidemment, l'expérience part de comédiens noirs, mais c'est comment faire en sorte que cette expérience noire, je dirais même burkinabé, soit valable pour tous. C'est-à-dire comment faire en sorte que ce soit partagé en Norvège ou au Pakistan. Et la pièce a été créée d'abord par Isabelle Pousseur, et il y a une autre création en Turquie où tous les comédiens étaient turcs et blancs. Là, j'étais à Grenoble la semaine dernière. La pièce a été créée aussi à Grenoble. Tous les comédiens sont blancs. Donc, mais à la base, il y a d'abord le travail sur ce corps noir et le souci que j'ai toujours eu dans tout ce que j'ai écrit, c'est faire en sorte que l'expérience noire soit prise en charge dans les corps, dans les expériences des autres. Comment les autres peuvent amener les autres ou aider les autres à lire leur propre expérience à travers cette expérience un peu particulière. Il y a en fait dans cette démarche justement un positionnement qui est, je dirais, plus qu'à contre-courant, qui est une façon de bousculer, de renverser la façon dont le regard occidental a l'habitude finalement d'envisager l'universalisme ou d'envisager finalement le modèle, l'exemple. Enfin, c'est une façon de rappeler que toute expérience, qu'elle soit prise en charge par donc un Africain ou donc par un Asiatique, est d'abord une expérience humaine. Je crois que ce n'est pas forcément le regard occidental, c'est le travail que doivent faire les créateurs, les artistes, parce que c'est comment je m'offre au monde. En d'autres termes, c'est comment quand je commençais à écrire, ce qui m'a frappé, c'est que les pièces africaines étaient jouées en France aussi par des comédiens noirs, les gens allaient regarder, mais ils ne se sentaient pas vraiment concernés. Ils regardaient comme on regarde du cirque, c'est du spectacle, mais ils n'étaient pas concernés parce que, de mon point de vue, pas les histoires, parce que les histoires sont toujours les mêmes, mais les corps, les expériences qu'on projetait sur le plateau étaient trop, de mon point de vue, fermés sur les Noirs eux-mêmes. Du coup, lorsque quelqu'un qui n'est pas noir vient à ces spectacles, il n'est pas en crise. Or, le théâtre, pour moi, c'est le lieu de la crise, de la mise en crise. Comment faire en sorte qu'une histoire racontée par des Ivoiriens ou des Burkinabés ou des Zambiens mette en crise un Belge, un Français, un Anglais, un Australien. C'est ce travail que doivent faire, parce que les autres, de toutes les façons, ils ne vont pas changer. C'est le travail des artistes qui doit peu à peu les amener à changer, à comprendre que finalement, une histoire burkinabé est aussi une histoire universelle. Mais cela ne va pas de soi. C'est un travail qu'il faut faire pour poser l'histoire à un endroit où les autres puissent la partager. Alors, cette pièce, donc vous l'avez compris, l'odeur des arbres peut se passer effectivement au Burkina Faso. Il est question, la ville d'ailleurs, l'Oropénie. Peut-être tu peux raconter la situation. C'est un peu cette expérience que j'ai eue en Côte d'Ivoire où, après 17 ans, je suis arrivé, je me suis senti étranger. Je ne reconnaissais même pas le chemin qui menait de la gare à chez moi. Et je n'ai pas écrit la pièce à ce moment-là, c'était en 1998. Donc j'ai entendu récemment, donc, à la faveur de cette résidence au Burkina, pour partager cette émotion. C'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Chahine, qui revient chez elle
après 21 ans passés à l'étranger, on ne sait pas où, dans un pays qui s'appelle Ougachi, elle revient, elle est riche. Et lorsqu'elle revient dans son village qu'elle a quitté, le village aussi s'est développé, tout le monde est devenu riche. Il n'y a plus de famine, il n'y a plus de faim. Elle a quitté, c'était la famine. Voilà. Et le village est devenu très prospère. Donc elle vient, d'abord, au début, elle dit qu'elle vient pour passer une nuit dans la maison de son père et se reposer sur la tombe de son père parce qu'elle a appris que son père était mort. Et c'est pour cela qu'elle vient. Et puis peu à peu, elle se rend compte que la tombe de son père n'existe plus. Personne n'arrive à lui montrer cette fameuse tombe, ni à lui montrer la maison dans laquelle elle a passé son enfance. Et elle se rend compte qu'en fait, la maison, il y a une route qui a été faite, c'est pour cela que la ville s'est développée, il y a une route qui a été faite, mais pour qu'on fasse cette route, il a fallu exproprier, ou bien même pas exproprier, on a acheté les maisons des autres, mais le père de cette fille ne voulait pas vendre sa maison, donc il a été assassiné, et la route qui a été construite, qui profite désormais à tout le monde, la route passe sur le corps de ce père. Voilà pourquoi on ne trouve pas la tombe du père. Voilà, c'est un peu cette histoire. Zenke, pardon. Je t'ai cherché partout. Chaim est apparu. Je me suis retirée ici. Personne n'aura l'idée de venir m'importuner au milieu du lac. Chaim, notre sœur, elle est revenue. Il faut en profiter. C'est la dernière fois qu'on voit le lac ainsi. Rassasie ton âme de cette vision. La ville vient d'être cédée. La ville vient de céder le lac à monsieur Si Wang Yu. Il va le remplir d'eau. Un rêve chinois. Chaim m'est apparu, Zenke. En profiter une dernière fois. Avant que la poussière ne devienne eau. Regarde les planets, Esgui. On a du mal à les distinguer. Naba croit que ce sont des faucons. Moi, j'ai toujours pensé que c'était des éperviers. Je viens de la voir. Ça ne peut pas être des faucons, ce sont des éperviers, ça se voit. Chaim est ici, à l'Europénie. Parce que Naba soutient que seuls les faucons et les aigles sont capables de vol immobile. Je te dis que Chaim est revenu. Pas les éperviers. Je suis certaine qu'il a lu cette ineptie sur la toile. Elle est revenue, je sais. L'âme remplie d'amertume. Elle m'a parlé. Et toi, Esgui? Lui as-tu parlé? Je n'ai pas fait que parler, Zek. J'ai surtout ouvert ma gueule. Voilà ce que j'ai fait. J'ai ouvert ma mandibule d'insecte. Je me vomis. Et peut-on mesurer l'opprobre qui est sorti de ta bouche? Chaim s'apprête à lâcher sur cette ville une meute de pénalistes, de fiscalistes, de procurateurs et de je ne sais quoi d'autre encore. J'aurais pas dû. Je suis même sûr qu'à l'heure où je te parle, la meute est déjà en route, c'est ma faute. Je te demande pardon. Esgui, retrouve la paix en toi et calmement, répète-moi ce que tu lui as dit. Tout. Je lui ai tout dit. Elle ne m'a pas harcelé de questions, c'est moi qui ai ouvert ma gueule. Pardon, Zenk. C'est peut-être parce que elle ne parle pas beaucoup que je me suis senti obligé de parler pour deux, d'en dire chaque fois un peu plus, de combler ces trous de silence. Elle a juste dit qu'elle était venue se recueillir sur la tombe de papa et là, je me suis déclenché tout seul. La route, le consortium, la ville, Nahaba, toi et l'enfant, tout. Les sourires du consortium, l'argent du consortium, les menaces du consortium devant le refus tranquille de papa. Tout, je lui ai tout raconté. Toi qui es parti de la maison, comment papa a été, je ne lui ai rien caché. Je lui ai dit que c'était Nahaba qui a maintenu papa au sol pendant que toi, comme un sacrifice. Je lui ai dit aussi qu'après, Nahaba avait voulu que vous vous débarrassiez de moi, mais que tu as refusé. Sans hésiter, tu as refusé. Ça, je lui ai dit. Je suis encore en vie grâce à Zenk. Je lui ai dit. Les caterpillars, la maison, l'odeur des arbres, la jonction et le corps de papa sous le bitume. Et j'ai vu Chaim pleurer. J'ai vu notre grande sœur pleurer. Pardonne ton frère qui n'est qu'un insecte, Chaim. Il y avait dans le pays de Tau un homme. Il ne devait vivre que 33 ans, une prophétie. Toute son existence, sereinement,
l'homme fit de chaque geste de sa vie, de chaque acte de sa vie, de chaque parole de sa vie, un don. On dit qu'à son contact, l'aveugle recouvrait la vue et le paralytique se mettait à marcher. On dit même qu'un jour, devant le cercueil d'une jeune fille, il dit « Talita Kumi » et la jeune fille revint à la vie. On dit que l'homme accomplissait de tels prodiges, non pas par quelque grâce divine, mais simplement parce qu'il n'était que lumière. Il était la lumière. Il n'avait aucun don, il était le don. Pourtant, il se trouva des personnes pour haïr un tel homme, des ennemis très puissants et innombrables. Ils le soupçonnaient de vouloir remplacer la loi par l'amour. Aussi, ils lui firent-ils la chasse en vain. Alors même qu'il était là, qu'il a toujours été là parmi eux, en tout temps, en tout lieu, mais invisible aux yeux de ses ennemis. L'année de ses 33 ans, il appela son ami et lui révéla son secret. L'ami alla trouver les ennemis de l'homme et leur dit « Si vous voulez savoir où il se cache, cherchez-le avec les yeux du cœur. » C'est ainsi que l'ami livra l'homme à ses ennemis afin que la prophétie s'accomplisse. Ils le retrouvèrent et le supplicièrent jusqu'à la mort. C'était le jour de ses 33 ans. Je comprends pas. Je comprends pas tout. Qu'est-ce qu'il en a à foutre que la prophétie se réalise? Mais la prophétie, c'est lui. Je comprends pas. Je comprends pas bien. Je comprends pas pourquoi tu me racontes ça. Tu ne te pendras pas, hein, Ézéchiel? Vous savez que tu m'as appelé Ézéchiel? Je suis Esgui. Chaïm, elle aussi. Tout le temps que j'étais en face de Chaïm, elle a refusé de prononcer ce nom. Esgui. Elle ne m'a appelé que Ézéchiel. Parce que Ézéchiel, c'est ton nom. Mais non, je suis Esgui. Tu le sais, Zay, que j'ai toujours été Esgui. Tu ne vas pas pleurer pour ça. Mélodie, je suis rien d'autre que ça, une toute petite mélodie. Esgui, c'est moi. Eh bien, Esgui, ne songes-tu pas au suicide? Non. Je comprends rien à ce que tu dis, Zenk. Parce que l'ami qui a livré le don à la barbarie de ses ennemis afin de solder le destin, eh bien, à la fin, il se pend. Il se pend. À un arbre. Mais pourquoi ferais-je une chose pareille? Regarde. Il ne plane plus. Tu crois que Nahaba serait fâché à propos de l'élection de Miss Lelo? Il me l'avait promis. En apnée. Dieu que c'est beau le vol immobile des éperviers. Esgui, l'élection de Miss Loropénie, je vais en parler à Nahaba. J'apaiserai la colère de Nahaba si, bien entendu, La vie n'est pas que paillettes, musique et strass, Esgui. Il y a surtout des choix à faire, des décisions à prendre. Difficiles, mais qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, prendre. Des choses pas forcément bien faire, tu comprends? Se salir les mains, pour les autres, le bien commun. Pour ne pas perdre ce qu'on a durement acquis, quelquefois, il faut accepter d'avoir les mains tachées de sang, même du sang des siens. Parce que la vie n'est pas que paillettes, musique et strass, Esgui. C'est surtout des décisions difficiles à prendre. Tu comprends? Tu comprends, Esgui? Je sais que tu comprends et que tu sais ce qu'il te reste à faire. Au nom des choix difficiles que parfois nous impose la vie, fais-le. Et j'apaiserai la colère de Nahaba. Merci beaucoup pour cette premier extrait, première lecture.
Alors, c'est vrai que ça vous donne un peu une idée aussi de l'atmosphère et du travail également sur la langue, le type de dialogue qui s'instaure entre les personnages. Peut-être, Kofi, tu peux nous parler de ce motif qui est si fort dans ton théâtre, cette question de la traversée. Là, ça se concrétise, l'image de la traversée, le fait qu'on ait donc, cette espèce finalement de mouvement de l'arrivée donc de Chahine, mais c'est aussi la route, l'image de la route, à la fois la traversée et en même temps cette image obsessionnelle des éperviers qui renvoie donc à une verticalité et qui crée même une espèce de... Au début, on a l'impression presque d'un dialogue de sourds entre les deux, puisque on a l'impression qu'elle n'écoute pas ce que lui dit Esgui. En fait, la traversée, ce qui m'intéresse, c'est d'ailleurs pour cela que dans les pièces que j'écris, il n'y a pas de didascalie, il n'y a pas de direction scénique. C'est d'abord pour ça, c'est que ce qui est traversé, je suppose, chez moi, puisque je ne peux pas complètement analyser ce que j'écris, c'est pas parce que j'ai écrit ces pièces que j'en détiens le sens. Ce qui est traversé chez moi, c'est effectivement la parole. Et ce n'est pas nouveau. Si on prend la tragédie grecque, même jusqu'à Racine, on se rend compte qu'il n'y a pas des didascalies non plus. Les didascalies qu'on voit ont été ajoutées par les éditeurs. Après, lorsqu'on a lu le théâtre, on a cru qu'on s'écrivait des didascalies. Donc, on a écrit avec des didascalies. Mais historiquement, l'écriture théâtrale s'élaborait sans didascalie, puisque les Éschyle, les Sophocle étaient perçus d'abord comme des poètes. Mais lorsqu'on lit ce théâtre, ce qui m'impressionne, c'est comment justement la parole est traversée par le monde dans lequel elle se déploie. C'est comment la parole va prendre en charge tous les éléments, et c'est ce qui fait que c'est une parole traversée. S'il fait beau, s'il y a un crépuscule, on ne dira pas, entre parenthèses, crépuscule. L'un des personnages va prendre ça en charge. Dans le discours lui-même, ça sera articulé. Du coup, cette parole est constamment traversée parce qu'elle devient l'action elle-même. Chez Racine, si on prend chez Racine, qui est plus proche de nous, on se rend compte qu'il y a très peu d'action chez Racine. Et pourtant, on a l'impression qu'on bouge tout le temps. Parce que c'est la parole elle-même qui est action. Et c'est ce travail que j'ai essayé de faire, peut-être par mon expérience personnelle, sans même m'en rendre compte, m'y poussait. C'est comment faire en sorte, une fois encore, que la traversée ne soit pas ma traversée. C'est d'abord mon expérience, mais comment faire en sorte que les autres ressentent leur propre traversée, parce que voilà, je ne suis pas seul au monde à vivre cette traversée. Chacun vit à sa manière une traversée. Et je pense qu'au théâtre, la chance, c'est que cette parole est proférée, cette parole va atteindre les autres. Et c'est comment faire en sorte que cette parole-là, de mon point de vue, enfin, j'espère, réveille les traversées qui habitent les autres. Mais évidemment, les personnages, dans ce que j'écris, viennent souvent de quelque part, vont quelque part. Mais ça, ce n'est qu'une image. Je pense que la traversée relève plutôt d'une dynamique interne au texte, à la langue et à ce que disent les personnages. Et c'est pour cela, justement, que, bon, je me répète, mais j'ai évacué peu à peu les didascalies, les indications scéniques qui ont tendance à disperser justement cette parole et quelque part à l'affaisser. Parce que lorsque, je prends un exemple un peu bête, supposons que j'arrive devant vous et je vous dis, je m'appelle Kofi, je suis une petite rousse aux yeux bleus. Bon, évidemment, vous n'allez pas croire. Bon, c'est moque de nous. Sauf que pour que la cérémonie théâtrale ait lieu, vous êtes obligé de croire. Vous n'êtes pas devenu stupide ou bête, mais pour que la cérémonie théâtrale ait lieu, vous êtes obligé de croire. Et parce que le théâtre repose essentiellement sur la croyance. C'est de la croyance. Si vous sortez d'ici, vous n'êtes pas obligé de penser que Kofi est une petite rousse aux yeux bleus. Mais pour que le temps que nous passons ensemble, pour que cette cérémonie arrive à son terme et soit réellement partagée, vous n'êtes pas obligé, mais quelque part, vous devez croire ce que le personnage vient d'articuler. Et dans ce que j'écris, les personnages, en prenant en charge toute la totalité vivante qui les entoure, quelque part, j'espère, rend la parole beaucoup, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus partageable.
Oui, c'est vrai que du coup, enfin, ce que tu viens d'évoquer est assez lumineux par rapport à la présence des éperviers, puisque ces fameux éperviers, ils n'existent qu'à travers justement le discours, enfin le fait qu'elle énonce l'image des éperviers qui sont obsédants. Alors, au-delà de la symbolique, évidemment, de cette verticalité, d'une dimension un peu transcendante, qui va être aussi appuyée par la référence christique. Enfin, alors, il y a la dimension d'oralité, ce dont tu parlais tout à l'heure aussi par rapport à l'adresse et au fait d'être traversé, mais pour transmettre quelque chose. Il est vrai aussi que dans ton écriture, il y a cette présence d'une oralité assez obsessionnelle, puisqu'il y a toujours des histoires à l'intérieur des histoires et des histoires à l'intérieur des histoires. Parce que je suis venu au théâtre pour les histoires. Enfin, je suis venu à l'écriture pour ça. La famille dans laquelle je suis né, il n'y avait pas de livre. Ma mère ne savait ni lire ni écrire, mon père non plus. Et du coup, les livres me fascinaient. Donc, j'ai même voulu être écrivain avant même de savoir lire, parce que les livres me fascinaient en tant que objet qui renferme beaucoup d'histoires, puisque les gens l'ouvraient, ils s'y racontaient des histoires. Et sans doute, j'ai eu envie d'écrire quelque chose qui raconte aussi des histoires. Et puis, il y a aussi mon éducation. J'ai commencé l'école chez les prêtres, même si je n'ai pas accepté le baptême, mais j'ai commencé l'école chez les prêtres. Et ce qui m'intéressait dans cette école, c'était le catéchisme. Et le catéchisme, c'est un lieu où on raconte beaucoup d'histoires. Donc, c'est comme des veillées de contes. Et on dit souvent, oui, mais ce que tu écris à travers ces pensées, parce que ça fait partie de ma culture personnelle. Cette dimension-là. Hein? Ça fait partie de ma culture personnelle. Le besoin essentiellement de raconter des histoires. Mais pour l'oralité, une fois encore, il faut séparer l'oralité, je dirais, classique de l'oralité théâtrale. Au théâtre, c'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas de didascalie, l'oralité, c'est ce qui se passe indépendamment de la parole. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, qu'est-ce que je fais d'autre que de vous parler. Ce qui fait que peut-être ce n'est pas du théâtre, c'est parce que je ne fais rien d'autre que de vous parler. Mais l'oralité, c'est ce qui se passe ici et maintenant sur le plateau, ce que font les acteurs indépendamment de la parole. Or, lorsque la parole prend en charge toute la totalité du monde qui l'environne, ce n'est pas tellement ce qui se passe sur le plateau, c'est comment la parole m'envoie dans un ailleurs. Et dans cet ailleurs, quelque chose d'autre se joue, qui est de l'ordre de l'oralité qui se passe. Voilà. Donc, évidemment, il y a l'oralité au sens où on l'entend d'habitude, ou des récits, mais c'est aussi un travail sur l'oralité au sens théâtral du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ici et maintenant pendant qu'on joue. Alors, il y a une chose aussi assez étonnante, c'est que finalement, ce travail d'oralité fait surgir des images qui ne pourraient pas être... les fameux éperviers ne peuvent pas exister dans la représentation théâtrale, à moins de convoquer des images vidéo. Et finalement, il y a cette dimension-là qui est très forte aussi dans ton écriture, c'est la dimension cinématographique qui est finalement au cœur de l'odeur des arbres à travers une présence très très forte d'images de western, par exemple. Même ces éperviers-là, c'est le type d'image qu'on retrouve au cinéma. Oui, bien sûr. C'est la vérité que souvent, quand j'écris, je me fais plaisir. Ce sont des images d'adolescence, quand j'allais beaucoup au cinéma, les westerns. D'ailleurs, la pièce commence comme un western. C'est quelqu'un qui vient de loin. C'est Chahine, lorsqu'elle vient de loin, et peu à peu, elle nous apparaît complètement. Mais au début, on ne sait pas ce qui arrive. Ce sont des images qu'on voit dans les westerns où la personne vient dans le désert. Et puis, il y a, comment on appelle ça, la réverbération de la chaleur comme ça sur le sable, et peu à peu, ça nous apparaît. Oui, mais ça, ce sont une fois encore, un peu comme les histoires bibliques, le cinéma hollywoodien fait partie de ma culture. Lorsque j'écris, je convoque tous ces aspects de moi-même, d'abord parce que c'est du spectacle, et puis aussi parce que j'espère que ce sera signifiant. Mais au début, c'est pour créer une espèce de vibration, parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a ce que disent les mots, le récit, et puis il y a le récit de la vibration. Et il y a des choses que j'écris qui sont apparemment gratuites, qui n'ont pas de rapport avec la diégèse, enfin, avec la ligne diégétique, c'est-à-dire on pourrait les enlever de la pièce fonctionnerait. Mais on ne peut pas les enlever parce que ces aspects-là
participe de ce que j'appelle le récit de la vibration. Il y a un autre récit qui se joue en dehors du récit qu'on sait, c'est-à-dire si on enlève ces moments qui sont entre parenthèses gratuits, la pièce n'a plus lieu d'être. C'est un peu comme dans notre vie, on fait des choses qui sont, entre guillemets, gratuites, mais c'est notre vie. Et dans une pièce, dans ce que j'écris, il y a des aspects qui sont apparemment gratuits, mais si on les enlève, quelque part, la pièce n'est plus cette pièce. Et pourtant, on peut les enlever. On comprendrait ce qu'on raconte. Mais on n'aurait pas ce que j'appelle le récit de la vibration. C'est tout le rapport du collier, du fil et des perles, en fait. Hein. Donc, soit on se retrouve avec une corde autour du cou, soit on a un collier. En fait, le fil ne suffit pas à faire le collier. Il faut aussi les perles. Donc, alors, peut-être une dernière chose par rapport à effectivement cette pièce, c'est la question du secret. C'est au cœur de l'extrait qu'on a entendu. La révélation et le secret, la nécessité de révéler ou de ne pas révéler. Donc, c'est très présent dans ton théâtre. Toutes les pièces ont un secret. Mais en même temps, parce que c'est le terme le plus banal de toute l'histoire du théâtre. Toute l'histoire du théâtre se passe les pièces se passent toujours autour du secret. On peut prendre n'importe quelle pièce, on verra qu'à un moment donné, il est question de secret. Soit le secret qui va être révélé, le secret qu'on attend, le secret qui s'en va, que ce soit chez Beckett, un peu, quels que soient les auteurs. Même sans y penser, il est toujours question de secret parce que le premier sujet du théâtre, c'est le théâtre lui-même. C'est le secret du théâtre lui-même. C'est-à-dire le mystère de cette représentation qui fait qu'on s'est réunis pour mettre en commun nos joies et nos angoisses. Et c'est ça, ce secret n'est pas propre à ce que j'écris, même si c'est un peu exhibé dans ce que je fais, mais je dirais que c'est propre à toute l'histoire de l'écriture théâtrale. Alors, on va entendre un autre extrait qui, lui, vient d'une pièce qui s'appelle « La mélancolie des barbares » et qui, d'une certaine manière, enfin, pour moi, est un peu le pendant de Bintou. C'est un peu ces deux pièces qui sont proches dans leur histoire, sauf que Bintou, c'est une pièce du siècle passé, on va dire, alors que La mélancolie des barbares, c'est une pièce du XXIe siècle. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la situation et en quoi peut-être ces deux pièces se répondent? Rapidement, Bintou, comme son nom l'indique, le personnage s'appelle Bintou. C'est un nom qu'on entend souvent en Afrique et aujourd'hui de plus en plus dans certaines parties en France. C'est l'histoire d'une fille qui vit en banlieue avec tout ce qui la suppose, tandis que La mélancolie des barbares, la jeune fille vit également, pas en banlieue, mais dans une petite ville de France qui s'appelle Rodez, puisque c'est une commande de la ville de Rodez. Et elle, là où Bintou va échouer, va se laisser détruire par le monde qui l'entoure, le monde des hommes. Bébimo, c'est le nom de ce personnage, va réussir à retourner contre le monde qui se montre hostile, ce que le monde voulait, disons le sort que ce monde essaie de lui réserver. Et la mélancolie des barbares, là encore, les personnages ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs, puisque c'est la ville de Rodez qui va passer commande par rapport aux jeunes de la ville. Et l'histoire, je ne vais pas raconter l'histoire, mais la situation, c'est une ville très riche, cernée d'eau, et on sait qu'il y a des gens qui veulent entrer dans cette ville, certains ont réussi à y entrer, et pour que l'ordre revienne, on a fait venir un monsieur qui s'appelle le commissari, qui est une espèce d'inquisiteur, qui va venir pour maintenir l'ordre, parce que la ville est peu en peu occupée, d'après les gens, par tous ces gens qui flottent dans l'eau et qui ne cherchent qu'à entrer dans cette ville. On ne sait pas d'où ils viennent, ces gens, on ne sait pas ce qui les a chassés, mais on sait qu'ils n'ont qu'un seul objectif, c'est entrer dans cette ville qui ne veut pas d'eux. Et c'est dans ce monde un peu retiré de tout que se passe l'histoire de la mélancolie des barbares. Et ces jeunes gens, peut-être c'est l'une des scènes qu'on va lire. La scène qu'on va lire, c'est justement l'une de ces scènes que j'appelle qui font partie du récit de la vibration. C'est une scène qu'on peut enlever de la pièce et la pièce fonctionne. Mais si on l'enlève, ce n'est plus la pièce. Voilà. Je crois que ça, je ne sais pas comment, c'est un bel exemple de ce que j'appelle le récit de la vibration. Ce sont les jeunes gens de la ville qui sont entre eux parce que certains vendent de la drogue, ils vendent tous de la drogue, c'est une espèce de, ils jouent au gang.
Et le seul qu'on connaît un peu, c'est Zach, qui est l'un des personnages principaux. Mais tous les autres, on ne les connaît pas. Et dans cette scène, on les découvre un peu. Voilà en quoi cette scène peut être importante. Dis, Zach, les femmes, quand elles disent non, ça veut bien dire oui, non? Non, parce que ça fait une semaine qu'il se fait balader par une gonzesse. Elle lui dit non, non et non. Tout le temps non. Non pour tout. Et moi, je lui dis qu'il va devoir se dépêcher de se la farcir, parce qu'à force de dire oui, oui et oui, sans qu'il la chope contre un mur, on le voit bien dans les films porno. Les filles, elles n'attendent que ça. Hein, Zach? Vrai qu'elles n'attendent que ça. Qu'on leur éjacule en pleine figure. Donc cette fille, si tu lui montres pas en quoi t'es un vrai mec, elle te prendra pour une tarlouse et elle ira voir ailleurs. Alors arrête de tourner autour du pot. Ça les agace, les filles, qu'on n'aille pas droit au but. Donc la prochaine fois qu'elle te dit non, tu la coinces contre le mur, elle essaiera de se débattre, c'est normal, ça fait partie du truc. Tu te laisses pas démonter et tu lui arraches ses vêtements. Elles adorent ça qu'on leur déchire les vêtements. Le côté Tarzan, peut-être. Et là, même à poil, les deux mains bloquées dans le dos, elle recommencerait à gigoter, à se tordre dans tous les sens, comme une anguille au bout d'un hameçon. Et bien entendu, à dire non, non et non. Et là, tu lui files une claque. Elles prennent ça pour une marque d'amour, les claques. Cherche pas à comprendre, c'est sacrément tordu, une fille. Après la claque, tu verras, elle va te regarder comme un vrai mec, avec les yeux d'une petite biche. Et là, elle est à point. Tu l'ouvres et tu l'enfournes. Tu l'enfournes, tu l'enfournes. À l'endroit comme à l'envers, tu l'enfournes. Tu lui envoies toute ta purée. Eh ben, sur la tête de ma mère, une fille comme ça, vrai Zach, une fille comme ça, elle ne t'oublie jamais. Tu peux même lui demander d'aller faire le trottoir pour toi, elle ira tapiner, le cœur en fête. Il n'y a que ça de vrai avec elle, leur serrer la vis. Tu serres très fort, elle va se mettre à brailler, à chialer, à te supplier, alors tu relâches la pression. Et au moment où elle croit l'orage passé, tu serres à nouveau, encore plus fort. Sans raison, tu serres, jusqu'à ce qu'elle se remette à te supplier à genoux en chialant toutes les larmes de son corps et en couvrant tes pieds de baisers. Alors, tu relâches à nouveau la pression. Donc, tu serres, tu relâches, 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 tu serres, tu serres, tu serres. Plus elle gigote dans tous les sens, plus tu serres, plus elle braille, plus tu serres, plus elle te supplie, plus tu serres jusqu'à en oublier la raison pour laquelle tu t'es mis à serrer, jusqu'à ce que tu sentes la chaleur de l'éjaculation ramper le long de tes cuisses, parce qu'en plus ça fait un bien fou ce truc-là. Et puis soudain, tu arrêtes. Tout d'un coup, sans raison apparente, tu ne serres plus. Un matin, stop. Au moment où elle attend que tu serres, tu ne serres rien. Et tu l'observes. Ouais, c'est un truc que j'ai piqué aux savants. À la télé, on les voit souvent faire ça avec les souris. Ils leur arrachent la queue, une patte, un œil, mais attention, c'est pas de la cruauté, ils le font pour sauver l'humanité. Bref, ta gonzesse, tout d'un coup, tu ne serres plus. Et tu te mets à l'observer. Et là, tu verras, hein, parce que c'est tordu une fille, qu'elle va vouloir que tu te remettes à lui foutre des beignes. Parce qu'elle s'y est habituée, comme une mélodie entêtante. Les jours qui suivent non plus, tu serres pas, malgré ses provocations, au contraire. Tu l'emmènes au ciné, tu lui achètes des biscuits, du chocolat, des fleurs, et si t'as du blé, un diamant ou un saphir ou un truc dans le genre, tu lui fais la totale. Même avec tout ça, elle va t'exciter à lui filer une trempe. Alors n'hésite pas, hein. Fais-toi plaisir, file-lui une ou deux claques, comme une piqûre de rappel. Faut la comprendre, la pauvre. C'est devenu sa came. Ça s'est fixé dans sa chair et dans son esprit. Ça a en quelque sorte déréglé son code génétique. Elle est devenue addicte à la claque, tu comprends? Et tu lui rends service. Bon, donc après ce traitement, t'auras une gonzesse comme ça, droite, sans épines et mûre pour le trottoir. Et les putes, ça rapporte autant que la canne. Pas vrai, Zach? Elle te fera plus jamais chier. Et surtout, elle te dira plus non pour dire oui, oui pour non. Elle dira tout le temps oui, 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 uniquement oui. Pas vrai, Zach? Alors, c'est un moment donc, qui est assez emblématique, je trouve, de la façon dont parfois on qualifie ton théâtre de violent. Qu'est-ce qui dérange dans ton théâtre et qui fait que finalement on va dire bon, le théâtre de Kofi Kwaoulé, ben, c'est très très violent.
Pourtant, encore une fois, on est dans la langue, on n'est pas dans le geste, et il s'agit de parole et de traverser, effectivement, mais par la parole. Peut-être est-ce que tu peux nous parler justement de cette vibration? Oui, mais je crois que la question, c'est, oui, en effet, pourquoi un théâtre contemporain qui est globalement très violent, Sarah Kane, c'est très violent, Edouard Bond, c'est très violent, Angelica Liddell, c'est très violent, et pourtant, lorsqu'on arrive sur ce que j'écris, quelque chose cale. Oui, parce que pour moi, la violence, ce n'est pas un spectacle. Et que le théâtre reste le seul lieu où on peut encore interroger la violence. Se questionner sur la violence parce que le cinéma ne le peut pas, la télévision ne le peut pas, simplement parce que c'est d'abord de l'image et que l'image provoque une séduction. Donc la question que je me suis posée, c'est comment faire en sorte que la violence soit perçue, non pas comme quelque chose qui excite, ah oui, on a vu Sarah Kane, qu'est-ce que c'était violent. Non, on ne doit pas être heureux d'avoir vu quelque chose de violent. Parce que le traitement de la violence tel qu'on le voit en général, pour moi, c'est du théâtre, c'est depuis que le théâtre s'est mis sous le toit d'Apollon. Et que le théâtre, c'est d'abord dionysiaque, c'est d'abord Dionysos. Et je trouve que peu à peu, depuis Aristote, le théâtre, on l'a glissé sous le toit d'Apollon qui est l'heure de l'harmonie. Donc, même lorsqu'on aborde la violence, on l'aborde pour que ce soit, entre guillemets, un élément spectatoriel. Alors, ce qui m'intéresse, c'est faire en sorte que la violence provoque aussi autre chose que, je dirais, du plaisir premier. En d'autres termes, là où la violence doit provoquer de la catharsis, j'aimerais que la violence provoque de la transe. Parce que Dionysos, c'est la transe. Et lorsque on chasse le théâtre de la maison de Dionysos au profit de la maison d'Apollon, on fait que nous sommes dans la catharsis. Or, la catharsis, pour aller vite, c'est comment le théâtre va nous aider à nous décharger de nos pulsions. Sauf que dans cet acte-là, il n'y a pas que les mauvaises pulsions qui sont chassées. Il y a aussi des pulsions qui peuvent être des freins à l'ordre social, qui peuvent être des freins à un ordre hostile. Voilà comment, peu à peu, le théâtre est devenu, de mon point de vue, un art coercitif. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'abord moi-même et peut-être les gens, et aussi les gens qui viennent voir ce théâtre, se déshabituer de cette fascination de la violence. Même, je n'aime pas de la fascination de cette espèce d'émerveillement. Ah, c'est violent, ah, c'était beau, c'était violent. Non. C'est pour cela que je dis souvent que je fais du théâtre dans le dos de la catharsis. La catharsis, et ce n'est pas un hasard si la catharsis est théorisée par Aristote. C'est un acte éminemment politique. C'est comment, déjà à l'époque des Grecs, on payait tout le peuple, enfin on payait pour le peuple, c'est-à-dire on les amenait gratuitement au théâtre, justement parce que le théâtre est le lieu où on va faire de bons citoyens. Quelque part, le théâtre joue un rôle d'art policier. Ce qui n'est pas son rôle. Lorsque le théâtre est dionysiaque, c'est un théâtre du désordre, c'est-à-dire un théâtre de la transe. Et la transe, de mon point de vue, guérit beaucoup mieux que la catharsis, où quelqu'un te dit « Ok, tu t'es évacué de toutes tes pulsions, maintenant tu es bien ». La transe, c'est ce qui nous permet, parce que nous sommes aussi des ordinateurs, nous permet de nous réinitialiser. Dans les sociétés, comme on dit, primitives, c'est la fonction de la transe. De temps en temps, on vient se réinitialiser. Et c'est ce travail-là que, de mon point de vue, le théâtre ne fait plus. Et la violence, donc, comme je le disais, pour ne pas donner l'impression de tenir le crachoir, parce que peut-être toute personne a envie de parler, la violence, comme je le disais, c'est le théâtre, parce que je ne vois pas un art que les autres arts font des choses très très bien, que le théâtre ne sait pas faire. Mais ce que le théâtre sait faire, c'est interroger la violence et nous montrer que ce n'est pas inhumain, c'est inhumain. C'est-à-dire qu'on ne doit pas... Évidemment, en moi, il y a de la violence, mais je ne dois jamais accepter cette violence-là en moi, dire « Ah oui, c'est une espèce de fatalité ».
Je ne crois pas à la fatalité de la violence, non pas parce que je pense que demain, les gens vont s'embrasser sur la bouche, que dans 1000 ans même, les gens vont s'embrasser sur la bouche. Je ne crois pas à cela. Mais c'est comment faire pour qu'on soit moins violent, exactement comme l'art, tout art, pas seulement le théâtre, fait pour qu'on soit un peu moins barbare. Car c'est la fonction première de l'art, c'est de faire en sorte qu'on soit moins barbare. Dans le théâtre que j'essaie de proposer, même si cette violence, en guillemets, cale, c'est justement parce que je crois qu'à ce moment, on est toujours dans du spectacle, mais ce n'est pas le spectacle de la violence. Alors, il est vrai que le texte qu'on a entendu, c'est un texte qui traite de ce fameux malentendu du non ou du oui, qui a à voir évidemment avec l'humiliation que vivent les femmes. La question du MeToo aujourd'hui fait que, évidemment, c'est quelque chose qui est très névralgique, je dirais, en tout cas qu'on entend beaucoup plus. Or, tu as écrit donc Jazz, Les Recluses, Néma, plusieurs pièces qui traitent justement des violences faites aux femmes, de toutes sortes de violences, que ce soit du viol ou des femmes battues et qui ne sont pas forcément des prostituées. Et c'est vrai que là, ce texte-là nous montre comment transformer une femme en prostituée, d'une certaine manière. Or, donc, il y a une chose évidemment névralgique aussi, c'est que tu es un homme et que parfois tu es agressé aussi par le fait que certaines femmes disent « oui, non, mais c'est pas à un homme d'écrire cela ». Et toi, tu dis « oui, mais il faut bien pourtant, en gros, que… » Enfin, l'homme est peut-être le premier à pouvoir débusquer ce qui est dans la tête des autres hommes. Alors, oui, mais c'est comme la question de la violence. Oui, il y a très peu de personnes qui disent oui, où est ta légitimité de parler du viol. C'est un peu comme je disais à un auteur blanc, où est ta légitimité de parler de la question noire. C'est d'abord une question humaine et ça je vis avec des femmes, donc j'ai intérêt à ce qu'elles aillent bien. Donc c'est mon problème. D'autre part, j'espère quand même que depuis que le théâtre existe, je ne suis pas le premier auteur à parler de viol. Une fois encore, pourquoi, lorsque j'en parle, ça devient un problème, alors même que je ne suis pas le premier auteur, écrivain, à parler de viol. Donc ça, c'est une question que les gens doivent se poser à eux-mêmes. Je ne peux pas leur donner la réponse, ils doivent se poser la question. Voilà. Et puis, le viol auquel je me réfère, si mon théâtre parle si peu de la condition noire, je crois que cette condition se joue aussi là. Parce que pour comprendre ce qui arrive aux Noirs, il faut comprendre ce qui arrive aux femmes. Puisque, de mon point de vue, c'est le même type, c'est la même structure, c'est le même type de racisme. Il y a plusieurs types de racisme, mais les deux qui se ressemblent le plus, c'est le sexisme, la misogynie, je ne sais pas comment on appelle, et puis la négrophobie. Parce qu'on ne peut pas reprocher aux femmes de détenir, si on prend le cas des Juifs, où on peut inventer n'importe quelle chose, même si c'est stupide, mais au moins, les gens s'agrippent à des choses. Ah, ils ont tout l'argent du monde, ils ont tué le Christ, enfin, ils s'agrippent à des choses. Mais lorsqu'on prend les femmes, oui, ouais, le problème, est-ce qu'elles ont tout l'argent du monde? Est-ce qu'elles ont envahi quelqu'un? Est-ce que… Non. Idem pour les Noirs. Historiquement, les Noirs ne sont jamais sortis d'Afrique pour aller envahir qui que ce soit. Ils ne sont pas forcément les plus intelligents. Ils ne sont pas non plus ceux qui ont tout l'argent du monde. Et pourtant, il y a une pulsion qui fait que, évidemment, exactement comme les femmes, parce que le problème qui se pose, c'est dans l'apparaître même de la femme et du noir. Ce n'est pas une question qui dépend de leur comportement, puisque la culture des femmes, c'est exactement la même culture que les autres. Hein. Les femmes noires, les Ivoiriennes ont la même culture que les Ivoiriens, les Pakistanaises ont la même culture que les Pakistanais. Donc, il n'y a pas de culture différente. Alors, il n'y a pas de Dieu différent. Donc, et pourtant, il y a cette haine, voilà. Donc, je pense que c'est dans l'apparaître même du noir et de la femme. C'est-à-dire que la pression qu'est supposée exercer le corps féminin et le corps noir sur les autres, c'est cette pression-là qui provoque cette pulsion. Puisqu'il n'y a pas de raison objective. C'est une raison beaucoup plus confuse. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu, de mon point de vue, enfin, à mon avis, il faudrait que je fouille, de projet d'extermination, comme il y a eu pour les Juifs, d'extermination totale des Noirs ou des femmes. Parce qu'on en a besoin, ce qu'on veut, c'est les limiter. C'est comment domestiquer ce corps qui semble un peu, dont l'autre ne perçoit pas les contours et qui quelque part me soumet à quelque chose que je ne veux pas.
Donc, la question se trouve essentiellement dans le corps. Et si je parle autant des femmes, ce n'est pas parce que j'en sais mieux, je ne comprends rien aux femmes de toutes les façons, mais c'est une façon aussi de parler de la condition noire. Peut-être pas pudeur, je n'aime pas affronter cette question de manière directe. Je préfère passer par un détour pour parler de ça. Et puis tout simplement parce que je suis un être humain et que toute question humaine est ma question. Alors, on va passer à un autre extrait, ce sera le dernier de la soirée. C'est Les Africains, un extrait de ta dernière pièce, Les Africains, où il y a une manifestation assez forte de ce qu'on peut appeler aussi la choralité dissonante. Il y a un travail musical très très fort sur des effets donc de parasites. En fait, on a l'impression pratiquement parfois que c'est un peu comme une radio qui change de canal. On change parfois de canal comme ça. C'est quelque chose qu'on trouvait aussi dans le jazz. Est-ce que tu peux nous dire un peu le projet peut-être artistique des Africains pour qu'on entende ensuite un dernier extrait? Disons que Les Africains, c'est l'autre mystérieux de 119. C'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'un processus. Comme je travaille par rapport aussi à l'émotion du jazz, je voulais écrire, comme quand j'ai écrit jazz, je voulais écrire une pièce qui, sans musique, dans sa structure même, renvoie au jazz. Et Les Africains, sur le plan de la structure, ce n'est pas un monologue, on peut jouer la pièce avec 7 personnages comme avec 100, c'est fait comme ça. Et c'est construit contre la causalité, l'effet de causalité. C'est-à-dire, en général, au théâtre, lorsque quelqu'un parle, ce qui suit renvoie à ce qui précède. Et c'est comment construire, un peu comme dans le free jazz, des mouvements qui semblent discordants les uns par rapport aux autres, qui semblent ne pas se répondre, et qui se répondent finalement dans une globalité. Lorsqu'on les met ensemble, tout devient cohérent. Mais si on les prend étape par étape, on a l'impression que c'est une cacophonie. Voilà, donc c'est comment pousser le travail que j'avais fait dans d'autres pièces, dans Les Africains. Et Les Africains, même si le titre s'appelle Les Africains, ce ne sont pas des Africains. Ça peut être joué que par des Africains, comme ça peut être joué que par des Japonais, comme ça peut être joué par des Européens, peu importe. Mais c'était une façon aussi de dire que, en donnant ce titre, les Africains, si l'on en croit à la science, pour le moment, nous venons tous d'Afrique. C'est aussi pour cela que la pièce parle des grandes migrations contemporaines. Mais ces migrations ont commencé depuis longtemps. Quand l'homme sort d'Afrique pour coloniser la terre entière, on assiste à ça aujourd'hui. Sauf que on a l'impression que c'est nouveau, mais ces migrations auxquelles on assiste aujourd'hui ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Et dans 100 ans, on assistera à d'autres migrations pour d'autres raisons, parce que nous sommes faits, non pas pour nous fixer, nous sommes d'abord des nomades, nous sommes faits intellectuellement des nomades, physiquement des nomades. On peut rester sur place pendant 100 ans, mais au bout de 100 ans, on aura besoin de bouger. Et c'est ce mouvement auquel on a assisté. Évidemment, il y a des raisons économiques, politiques et tout. Mais d'abord, il y a ce besoin qui fait qu'on va bouger, comme les Européens ont bougé vers l'Amérique, vers l'Australie. C'est un mouvement perpétuel c'est comme le cycle qu'on retrouve aussi dans le jazz. Voilà. Donc je t'écoute souvent parler aux gens dans la rue, tu sais à quoi tu me fais penser? À un possédé du sens. Les glissements sémantiques, le théâtre utile parce qu'inutile, les paradoxes du contemporain, tout ça. Tu ne lâches jamais le morceau, exactement comme ces illuminés qui parcourent la terre en hurlant le corps couvert de cendres. Repentez-vous car l'heure du Fils est venue. C'est bien, c'est même très bien, c'est joli, c'est mimi et surtout ça envoie de la culture. Il faut tout pour faire un monde. En même temps, on se dit, ok, so what? Eh ben ouais, so what? Moi, même avec mes histoires de d'où sont arrivés les Africains, puisque tout le monde est arrivé de quelque part, l'histoire, les grandes migrations, tout ça, et l'histoire à ce niveau-là, c'est de la science. Scientifique qu'on arrive toujours de quelque part. On ne tombe pas du ciel, si j'ose dire. Je me trouve quelquefois gavante. En même temps, il faut bien qu'il soit arrivé de quelque part. Je ne dis pas que ça m'empêche de dormir, mais cette question-là me travaille, donc je comprends que tu parles aux foules, que tu cherches à les édifier, tout ça. En même temps, quand je suis dans ma baignoire, seule, je me dis « so what ?» Ça te fait une belle jambe de savoir d'où tu viens.
Comme si cela pouvait aider de savoir que toi aussi tu es parti de quelque part, parce qu'à la fin des fins, et on peut retourner à l'endroit comme à l'envers, ce qui compte c'est ça, rien que ça. On part de ça et on revient toujours à ça. Et moi, ça me fait mal au cœur de te regarder t'égarer, dilapider ton énergie, ton intelligence, ta foi en l'humain. Aussi, je te propose, moi, de revenir parmi nous, te reconnecter à la vertigineuse rigueur du monde. Je suis venue t'offrir le réel. Oh, ne crois pas que j'ignore la fêlure qui contraint une personne aussi intelligente que toi à se contenter de si peu, une ermite tu es. Tu sais comment j'ai démarré? Non, tu ne le sais pas, tu ne peux pas le savoir. Je suis comme toi. Je suis comme toi, on sort de la même caste, en bas de en bas. Nous sommes de ceux que la vie n'a pas attendu, les mains chargées des meilleurs plats, le sourire jusqu'aux oreilles. Il a fallu donc que je serre les dents, que je me bouche le nez. Oh oui, se boucher le nez, les oreilles et l'anus avec pour arracher ma part du business, parce que tout ça, de la naissance à la mort, c'est qu'un business. Sauf que moi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ignorais même que j'eusse droit à quelque chose. Les castes, toujours les castes. Je me suis donc lancée sans expérience et sans réseau. Une connaissance d'une caste d'en haut que le Seigneur des mondes ajoute encore et encore à ce qu'elle possède déjà m'a filé un tuyau. Un job qui me mettait le pied à l'étrier, je te passe les détails. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert comment les choses s'orchestraient. Sous mes yeux, j'ai vu des entreprises s'imposer de la première pierre jusqu'à leur premier milliard en un claquement de doigts, comme au casino. J'ai vu des gens miser un petit fagot d'action et 2-3 mois plus tard récolter 1000 fois leur mise, 1000 fois un truc de dingue. Les entreprises ont poussé jusque l'autre rive, mais l'autre rive c'est fini, je le sais, déjà fini, je le sais. La bulle, l'autre rive, le nouvel Eldorado, paf, elle va exploser, je le sais, de source sûre. Le métier. Tout ce petit monde va être obligé de redescendre de son petit nuage. Bientôt, l'autre rive, ce sera à nouveau moins que ce bout de terre, comme au commencement. Mais avant, et c'est pour cela que je viens de voir, avant que les autres ne réalisent que l'autre rive, ça se passera désormais ici, sur cette bonne vieille terre abandonnée de tous, on rachète tout, tout. Ne tournons pas autour du pot, je viens de proposer, parce qu'il n'y aura pas assez à baffrer pour tout le monde, d'entrer dans l'affaire dès maintenant. Caste à caste, sœur à sœur, se serrer les coudes. Tu me files 50 000 et je m'occupe du reste. Je viens t'offrir le futur. Putain, le toboggan que ça va être. Alors, oui, c'est justement ce que j'allais dire. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse, mais ça serait bien peut-être qu'on puisse échanger aussi et que des questions puissent venir de la salle. Vous êtes timide? J'ai un micro ici. Ah, voilà. Oui, je vais revenir sur la distinction que j'ai trouvée très, très pertinente entre transe et catharsis. Le fait que la catharsis, quelque part, œuvre politiquement à une sorte à travers la purification, purge, il y a un côté presque hygiénique, à une sorte de domestication en fait, des affects, alors que, d'où le rapport avec Apollon, alors que la transe, il s'agit peut-être plus, enfin après de convertir, bon là je me réfère aussi à plutôt Nietzsche, le lourd en léger, enfin voilà, et c'est vrai qu'il y a quelque chose à penser dans cette articulation entre le spectacle de la violence qui est permanent dans notre société et le contrôle social. Et il y a des films, par exemple, d'anticipation qui sont vieux, hein, comme Rollerball, qui posait déjà cette question quelque part. Et donc, ouais, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Si vous pouvez développer davantage. Et moi, ça m'a fait penser aussi, par exemple, au Maître Fou, justement.
comme par rapport au paradoxe d'une violence qui désintoxique. Le film de Jean Rouge, voilà, je pense que c'est un bel exemple et pourtant c'est du cinéma. Mais les gens qui l'ont vécu, je crois qu'ils ne l'ont pas vécu comme des acteurs, comme qui faisaient du cinéma. C'était une vraie cérémonie qui, comme je dis, les réinitialise. Si le théâtre peut faire quelque chose, c'est arrivé à ça, de mon point de vue. Évidemment, ça peut être du très beau spectacle, et j'espère que c'est d'abord du très très beau spectacle. Mais si ça peut arriver à quelque chose, c'est de renouer avec son essence, qui est justement d'accepter le désordre aussi que nous sommes. Alors tout, à commencer par le théâtre que nous faisons, nous emmène comme dans une espèce de glissoire d'abattage. Voilà, nous rend consommables pour disons, la société. Donc, c'est comment faire pour que peu à peu, on retrouve, parce que le théâtre a été comme ça, à la base. Si je me connecte à l'histoire du théâtre à travers les Grecs, ça commence comme ça. Donc, il y a eu ce moment, et qui peut-être que je mythifie, mais je pense que le théâtre doit renouer avec ça. Mais je ne pourrais pas faire de développement vraiment sur ça, parce que j'écris, je ne suis pas un penseur. Si je me mets à penser, je n'écrirai plus. J'ai des intuitions, voilà, des intuitions. En même temps, dans la question de la transe, c'est aussi le corps qui est convoqué et l'adresse. Enfin, on a parlé tout à l'heure de l'oralité, on a parlé de la langue, de la vibration nécessaire, et la question du jazz aussi qui est dans ton œuvre, ça a à voir avec cette relation au corps et la façon dont tu tentes de t'adresser d'abord à quelque chose de sensible et pas seulement à l'intellect. Et du coup, je pense que la transe est au cœur de ça. Oui, en fait, je crois que, bon, maintenant mes pièces sont beaucoup plus mouvementées, mais au début, je voulais faire cette expérience, parce qu'on disait, c'est un théâtre du corps, et quand j'allais voir les spectacles, je voyais les comédiens bouger dans tous les sens. Pour moi, ce n'est pas le corps. Chez Beckett, les comédiens ne bougent pas dans tous les sens, mais le corps est toujours présent. C'est comment faire en sorte, justement, que la parole traverse le corps. C'est la parole qui traverse le corps qui crée le mouvement. Ce n'est pas parce que les comédiens ou les acteurs s'agitent sur le plateau qu'on dit « Ah oui, c'est un théâtre du corps ». Beckett, les gens bougent très peu. Et pourtant, c'est un théâtre éminemment du corps. C'est ce travail que je voulais faire, évidemment, ce que je fais très loin de Beckett, ça n'arrive pas à sa cheville. Mais c'est ça, c'est comment faire, rappeler aux gens que le corps n'est pas simplement le mouvement. Le corps, c'est une densité. C'est comment créer de la densité même dans l'immobilité, dans la fixité. Donc, voilà. Parce que souvent, il y a des malentendus. On dit, oh, oui, et j'ai vu des mises en scène qui essaient de monter mes pièces et qui le font très bien. Mais je trouve que souvent, pour des pièces qui ne le nécessitent pas, on bouge dans tous les sens parce qu'on a entendu que ce que je fais, c'est du corps. Mais une pièce comme Jazz n'a pas besoin qu'on court sur tout le plateau pour qu'il y ait du corps. Voilà. Cela dit, il y a des pièces qui sont écrites pour qu'on saute dans tous les coins. Alors, peut-être une autre intervention. Oui, sur le viol. Pardon. À propos de la représentation du viol, alors je ne sais plus quel film, mais il avait fait scandale parce qu'il y avait une scène de viol sans musique. Enfin, en fait, ce n'était pas dit comme ça, la polémique, mais le réalisateur en question, il avait dit, mais en fait, ce qui vous dérange, ce n'est pas la scène de viol, parce qu'il y en a déjà des plus violentes dans le cinéma, c'est juste que moi, je n'ai pas mis de musique. Et en fait, la plupart des viols, ils se passent sans musique. Donc, et en fait, c'est parce que des gens, ils viennent pour voir un spectacle, et ils ne se rendent pas compte que les gens qui proposent des spectacles, ils ne veulent pas juste proposer un divertissement, ils veulent parfois vraiment parler des sujets qu'ils représentent. Et donc, c'est là où on pourrait parler d'une vocation militante du théâtre qui, en effet, est oubliée lorsqu'on va voir des pièces qui parlent de sujets, ou du cinéma qui parle de sujets graves.
Mais une fois qu'on les a vus, on discute uniquement qu'on a passé un bon moment ou pas, et on retourne chez soi, et la vie va bien. Enfin, bref, c'est du loisir. Et donc, bon, c'est là où on retrouve une dimension militante, et comme il pouvait y avoir dans le théâtre brechtien, où justement le théâtre classique qui repose sur l'identification parfois aux acteurs, et Brecht il voulait justement qu'on casse l'identification avec la distanciation. Et donc là c'est pareil avec le personnage de Zach par exemple, on n'a pas envie de s'identifier à lui, il dérange. Et donc je me demandais si le théâtre brechtien avait intéressé ou pas dans ce projet où, par exemple, il y a le tableau du Troisième Reich où on voit des scènes de vie, comment le nazisme pénètre même dans des familles qui ne sont pas nazies. Et donc, il y a cet effet de dérangement. Est-ce que Brecht t'intéresse ou pas? Ben, oui, je pense, puisque bon, ce sont des auteurs que j'ai étudiés à l'école et que j'ai lu beaucoup. Donc forcément, j'ai dû être influencé par Brecht, que j'aime. Mais le théâtre que je fais, il me semble, est beaucoup plus proche disons, des intentions d'Artaud. Voilà. Même si Artaud, à la fin, refermait son propre théâtre par la catharsis. Mais peut-être parce que, pour moi, il n'a pas été confronté vraiment à l'écriture. Il jouait, il était comédien, metteur en scène. Et je ne sais pas si on a des pièces d'Artaud. Mais les théories d'Artaud me semblent beaucoup plus proches de ce que j'ai envie de faire. Même si j'aime beaucoup Brecht, et je pense que quelque part, ça se rejoint par cette espèce de démarche très discursive chez Brecht. Quelque part, il rejoint la démarche intuitive d'Artaud. Mais je me sens beaucoup plus proche de l'intuition d'Artaud, dans l'absolu, que de la dimension discursive de Brecht. Pourtant, Grandeur et misère du Troisième Reich, c'est un texte que Kofi a monté avec des jeunes, d'ailleurs. Je sais, mais ça tombe bien. Peut-être une autre intervention, une autre question. Oui. Moi, je me demandais si la violence qu'on vous reproche, elle ne part pas du fait qu'on sent un plaisir terrible dans l'écriture et que la transe est un peu du côté de l'écrivain aussi. Et donc, la mise à distance n'est pas évidente. Le texte sur le viol est superbement écrit, c'est très musical, et donc c'est séduisant aussi quelque part. Est-ce que le danger n'est pas là? En effet, je pense qu'il y a dans le traitement de la violence une séduction, une fascination en tous les cas. Et dans fascination, il y a tout. Ça veut dire qu'il y a une répulsion, et puis en même temps, ça m'attire. Une anecdote, mon dernier texte, il l'a envoyé à un metteur en scène, et il était terrifié, non pas par ce que le texte disait, il était terrifié par la fascination que le texte exerçait sur lui. Mais en même temps, il reconnaissait, c'est-à-dire qu'il avait l'espace pour reconnaître que le texte qu'il a entre les mains exerçait sur lui une fascination qui le terrifiait. Ce n'est pas qu'on n'est pas fasciné. C'est un peu comme la pièce Jazz. Quand ça devait être monté aux États-Unis, le metteur en scène m'a dit « Mais je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais ta pièce parle de viol, mais je trouve ça terriblement érotique. » Parce que d'abord, c'est un homme. C'est-à-dire, c'est comment entrer, pas dans la tête d'une femme violée, je ne sais pas, mais dans la tête d'un homme, comment le viol peut être là déjà. Comment, même si les 3/4, les 90% des hommes sur Terre ne violeront jamais jusqu'à la fin de leur vie, il a cette dimension qui fait partie de sa sexualité, parce que la sexualité masculine est essentiellement agressive. Et tant qu'on ne prend pas la mesure de cela, qu'on pense que, ah non, je suis en dehors de ça, c'est pour dire à chaque homme qui voit la pièce, dans le secret, dans l'obscurité de la salle, ah oui, ce que je vois là,
ce n'est pas que je vais le faire, ce n'est pas que je comprends le violeur, mais je n'en suis pas complètement en dehors, je ne suis pas mieux que ça, même si je ne le ferai jamais. Donc, la fascination, enfin, cette espèce de fascination qui est voulue est faite pour ça, pour que ce ne soit pas « Ah, la violence, c'est mauvais, ce sont les autres qui sont mauvais ». C'est comment voir que moi-même, au moment où je rejette, il y a aussi de l'attirance. C'est cette ambiguïté-là dans laquelle que les gens n'arrivent pas à résoudre. Ils aimeraient qu'on leur dise « Ah, le viol, c'est très, très mauvais, n'en parlons plus, c'est fini, c'est mauvais. » Mais je ne dis pas que c'est mieux de le traiter comme ça, mais c'est faire en sorte que, quand je sors de la salle, je ne me sente pas guéri de ça. Et que je sois ma propre sentinelle par rapport à cette question-là. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire justement que ta démarche est de créer du jeu, au sens de créer de l'espace, justement, de l'espace interstitiel, de manière à ce que l'on pense, justement, qu'on soit dans cette, qu'on soit pas complètement happé par ce qui se passe, et qu'en même temps, donc, il y ait cette espèce de jeu. Je ne sais pas si on pense, parce que le mot penser, je dirais qu'on réfléchisse seul, parce que le théâtre, qui a vocation à rassembler quelque part, provoque des réactions grégaires. C'est-à-dire, si on prend les gens de théâtre, entre eux, ils s'adorent, ils se détestent, mais ce sont des discours purement grégaires. Et le théâtre, on le regarde ensemble, mais la finalité, c'est que, même si on est 1000 dans la salle, au moment où ces questions-là sont posées, on doit s'arranger pour que le spectateur soit vraiment tout seul, pour qu'il ne puisse pas s'appuyer sur ce qui lui permet cet instinct grégaire. Donc, je ne dirais pas que ça fait penser. Je veux que les gens soient seuls à penser à ça. C'est un peu comme dans l'extrait qu'a lu admirablement, je ne connais pas le nom, mais la comédienne qui a lu. Quand tu te retrouves dans ta baignoire tout seul, tu te poses des questions. Il n'y a pas les autres pour t'approuver ou pour te désapprouver. Ce qui m'intéresse, c'est comment la personne amène la question chez elle. Ce n'est pas une réflexion, je dirais, c'est quelque part comment faire en sorte que le viol m'empêche de dormir. La question même, je ne dis pas que dans 10 000 ans, il y aura toujours les viols, hein, mais comment faire en sorte que cela empêche le spectateur, non pas de dormir, mais une fois encore, comme la violence, de penser que, oui, bon, on a réglé la question. On a réglé la question, on a identifié le violeur, on l'a vu sur le plateau, tout le monde l'a vu, on l'a vu. Maintenant, moi, je suis quelque part sorti de ça. Parce qu'il y a eu cette cérémonie cathartique où on a exhibé un violeur. Alors, je ne veux pas exhiber un violeur. Je ne veux pas exhiber un violeur. J'aimerais, je souhaite que la personne qui vient voir ces pièces, même si au début... D'ailleurs, en général, plus les gens sont véhéments, plus la chose les a traversés. Parce qu'ils ont compris de quoi on parle. Alors, ça serait bien peut-être que Fredo nous dise quelles sont les personnes qui ont lu les textes. Oui. Fredo lui-même. Fredo lui-même, déjà. Merci. Fredo Loubansou, qui est comédien et qui mène donc toute cette association Afropean Project. Oui, entre autres la cellule culture. Voilà. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Louise Manteau, qui est la vice-présidente aussi de l'association. Dominique Patuelli, qui est une comédienne aussi, voilà, et qui fait plein d'autres choses, c'est une artiste. Et Aline Bossouma, qui est une comédienne également, que je connais depuis de très très longue date. Voilà.